Nez qui coule en permanence, nez bouché toute l'année, gorge qui gratte, éternuement à répétition, maux de tête fréquents. Pour beaucoup de personnes, ces symptômes font partie du quotidien. On s'y habitue, on banalise, on se traite seul. Et pourtant, derrière ces signes se cache un problème fréquent, souvent mal diagnostiqué et rarement pris au sérieux, les allergies naso-sinusiennes. Aujourd'hui, nous recevons un éminent professeur, le professeur Adjoa Reed Pascal, qui est ORL et chirurgien cervico-facial, qui est retraité et qui cumule 40 années d'expérience. Il a l'expérience de patients qui consultent pour des difficultés respiratoires avec un nez tout le temps bouché. Il considère cela comme banal alors qu'il s'agit d'une maladie qui se traite. Si vous avez l'impression que votre nez ne fonctionne jamais normalement, cet épisode est fait pour vous. Bienvenue dans Salle de garde, le podcast qui vous plonge dans le monde médical sans masque ni anesthésie. Bonjour professeur Adjoa. Bonjour. Comment tu vas ? Mais ça va, tout doucement. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Salle de garde. Comment résister à l'invitation d'échec ? Ça me fait trop plaisir. Sur ce nouvel épisode sur les allergies oui, naso-sinusiennes. un long sujet. Un très long sujet. Ouais. J'ai vu un chiffre, mais on en parlera à peu près 30%. Tu me disais peut-être en off même 40%. Certainement un peu plus. Un peu plus, voilà, de la population ivoirienne qui aurait, en tout cas, voilà, des signes d'allergie naso-sinusienne. Moi-même, je suis allergique. Depuis que je suis petit, voilà un client. Exactement. Depuis que je suis petit, j'ai toujours une narine bouchée. Là, quand je te parle, c'est la narine droite qui est bouchée. Donc, je pense que c'est un sujet qui va intéresser vraiment tout le monde. J'espère. Voilà. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Non, ça fait partie du boulot de passer les informations. Ok. Alors, pour commencer, j'aimerais juste que tu nous expliques simplement, pour que ce soit remarqué, c'est le but de Salle de garde, avec des mots très simples. C'est quoi une allergie naso-sinusienne ? Bon, peut-être que je vais me présenter. Je suis donc le professeur Adjoa Reed Pascal, médecin. Je suis professeur d'auto-rhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale. Et je suis médecin militaire, colonel-major à la retraite et à la retraite de professeur. D'accord. Pour commencer une nouvelle carrière sur la médiation et la gestion des conflits, l'arbitrage et la négociation. Et je voudrais, comme tu as dit que c'est des anecdotes, commencer par la première anecdote sur mon nom, Adjoa, qui a surpris beaucoup. Quand les gens ne me voient pas, qu'on leur dit « vous êtes vu par le professeur Adjoa, par le docteur Adjoa », ils s'attendent à une femme. Évidemment, oui. puisque oui. Dans la zone du centre et des Baoulés, dont ma grand-mère, eh bien, elle s'appelle Adjoa. Et c'est ainsi que mon père a pris son nom. D'accord. Et que donc on a intégré le dispositif. Voilà pourquoi Adjoa est masculin et certains aussi. Donc il y a une seule famille. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule famille, mais je pense qu'il doit en avoir peut-être d'autres. Ouais. Mais je n'ai pas tellement fait de recherche dans ce cas-là. J'étais trop pris par la médecine. Donc j'ai pu me camoufler comme ça quelquefois. C'est vrai. Voilà, alors les allergies, d'abord c'est quoi ? C'est le fait que vous ne supportez pas un élément qui est en dehors de vous. Tous les éléments qui sont en dehors d'un être humain sont appelés des allergènes. Et lorsque ces allergènes entrent en contact avec vous, aussi bien par les voies aériennes que par toutes les voies possibles, cutanées et toutes les voies muqueuses, eh bien, il va se passer un premier épisode qu'on va appeler la sensibilisation. Cette sensibilisation va permettre à votre organisme d'intégrer l'élément, de pouvoir l'analyser et de pouvoir le capter dans un certain nombre de cellules. Lorsque cet allergène va revenir pour les autres fois, si vous êtes en contact avec, eh bien votre organisme a créé des éléments pour lutter contre cet élément. Ce sont des anticorps. Et donc quand les anticorps sont créés, eh bien ils vont se mettre en branle dès que les éléments vont apparaître, les allergènes vont apparaître, que vous ne supportez pas. Ils vont se battre. Et la bagarre, eh bien, ce sont les signes que nous allons observer. Tout simplement, c'est ça. D'accord. Donc... Et c'est ça qui va aussi impacter, non seulement le diagnostic, mais impacter aussi le traitement. D'accord. Donc, première fois, on est exposé. On fait une inflammation tout à fait simple. Le corps crée des anticorps. Il n'y a aucun signe. Voilà. On ne se rend même pas compte. Et lorsque ça réapparaît,
C'est là qu'on a les signes. C'est là que l'affaire commence. D'accord, ok. Mais c'est vrai que quand souvent on dit allergie naso-sinusienne, on confond un peu avec rhume, on confond avec... Oui, il y a plein de choses qui sont un peu mélangées. C'est ça. J'ai l'impression. Le premier signe, en fait, la manifestation se fait au niveau de la muqueuse. Et la muqueuse, c'est tout ce qui va tapisser pour les voies aériennes depuis le nez jusqu'aux alvéoles. Donc c'est le même processus. Les alvéoles pulmonaires. Ouais. C'est le même processus qui va se faire tout le long de la chaîne. Et dans cette muqueuse, il y a bien sûr une zone basale, il y a des cellules. Et ces cellules-là, il y en a qui vont produire du mucus, qu'on appelle d'ailleurs cellules à mucus. Il y en a qui ont des cils. Et ces cils-là vont battre dans un sens de telle sorte que les mucus produits vont permettre de capter tout ce qui entre par le nez pour pouvoir les évacuer au niveau des fosses nasales ou bien éventuellement par la bouche quand on racle la gorge, quand on sent que c'est chargé. Et donc les particules vont se poser sur ce mucus et être évacuées par les cils. Et puis après, quand ils sont débordés, eh bien, le mucus produit devient muqueux, il devient plus gluant, ensuite il devient purulent et il ne peut plus s'évacuer, il va stagner et il va donc s'infecter. D'accord. Donc voilà, les processus vont commencer, les infections vont commencer à arriver. À la longue, cette muqueuse va devenir fibreuse parce qu'elle aura subi un certain nombre de phénomènes chimiques qui vont faire qu'elle va devenir fibreuse et les polypes vont commencer à s'installer au niveau des fosses nasales et au niveau des sinus. Donc, un peu pour résumer vraiment simplement, donc au début, l'allergène, en tout cas l'agent qui donne l'allergie, va stimuler un peu la muqueuse, qui va produire du mucus. Donc, c'est ça qui donne un peu le rhume, les écoulements. Alors, l'écoulement est le premier signe. Voilà, c'est ça. Ça commence par les écoulements. Le premier signe qui va venir de la manifestation, c'est la rhinite, c'est-à-dire l'infection des fosses nasales, la muqueuse des fosses nasales et des sinus. Et le mucus va être produit en grande quantité pour évacuer, et on sait quand il y a une inflammation que la production est beaucoup plus importante. Donc, le nez va commencer à couler. Il va être au début clair, et puis ensuite devenir mucopurulent, et puis ensuite devenir purulent lorsque l'infection va s'installer. D'accord, ok. Alors, au départ, un nez qui coule chez un enfant, je veux dire, ce n'est pas si grave que ça. Eh bien, surtout quand il rentre à l'école, il faut s'en occuper. Ouais. Surtout qu'à l'école, il va s'infecter, se surinfecter avec tous les autres copains, camarades d'école, qui eux aussi ont leur mucus. C'est ça. Oui, alors ça va être une joie de mucus et des microbes de se balader entre eux. Et puis progressivement, les infections et les complications vont s'installer. Donc il faut commencer tôt à s'occuper à ça. Un nez qui coule, ce n'est pas normal. Donc un nez qui coule n'est pas normal. Un nez qui coule, parce que finalement, les enfants, quand ils commencent l'école, j'ai l'impression que chaque semaine, toutes les 2 semaines, ils reviennent avec un nez qui coule parce qu'on dit que c'est des virus. Évidemment, puisque de toutes les façons, c'est ce qu'on appelle chez l'enfant, c'est pathologie de l'adaptation. Au départ, avant 6 mois, l'enfant, il profite, par le lait maternel, il profite des anticorps de sa mère. Une fois qu'ils sont partis, il doit maintenant se débrouiller pour mettre en place lui-même ses défenses, notamment ses anticorps. Et pour pouvoir fabriquer des anticorps, il faut avoir au moins un microbe qui vient. Donc, j'allais dire que c'est salutaire que le microbe arrive. Il est reconnu par l'organisme de l'enfant et les anticorps sont fabriqués et les enfants sont en immunité positive. Donc, c'est tout à fait normal de mettre en place cela. Le seul problème, c'est que quand il change d'environnement, eh bien, il y a des nouveaux microbes qui arrivent. Quand il reçoit de nouveaux camarades à la crèche ou à l'école, c'est de nouveaux microbes qui arrivent qu'il ne connaît pas. Et à chaque fois, ça va donc arriver. Et il faut, à un certain moment, que lui-même, comme il a mis en place ses immunités progressivement, il va lutter. Vous allez voir que ça va se réduire. Oui. C'est lorsque ça ne se réduit pas et que ça se complique avec des phénomènes d'allergie qui apparaissent après les phénomènes inflammatoires normaux, que j'allais dire, c'est des phénomènes inflammatoires supplémentaires et anormaux qui apparaissent, un allergène, un élément qui ne supporte pas. Alors là, les défenses maintenant qui vont se mettre en place vont déterminer, en plus de l'écoulement donc de la rhinite, il va avoir le nez bouché. Voilà, c'est quoi les autres signes du coup? C'est quoi les signes? Alors, les autres signes, c'est le nez bouché. Pourquoi? Parce que la muqueuse va gonfler, elle est inflammatoire. Donc la lumière des fosses nasales va se réduire.
le nez va être bouché. Et le nez peut être bouché, ce qu'on appelle à bascule, c'est-à-dire vous avez la narine droite qui est bouchée, quand elle se débouche, la narine gauche prend le relais, c'est des choses qui arrivent. Et puis il va avoir aussi des éternuements. Alors ces éternuements, ils sont, on dit en salve, c'est-à-dire que ça se répète effectivement comme si l'enfant voulait rejeter effectivement le processus. Et puis il y a aussi le fait aussi qu'il y a des céphalées qui peuvent apparaître lorsque l'inflammation. Donc rhinite, donc écoulement des fosses nasales, nez bouché, éternuement en salve, prurite, des démangeaisons qui font que des fois l'enfant se gratte tellement le nez. Se frotte comme ça le nez. Exactement. Qu'il a le nez qui devient inflammatoire, le bout du nez qui devient inflammatoire, et ça détermine ce qu'on appelle un enfant allergique. Dès qu'on le voit, on sait tout de suite que cet enfant est allergique. Et puis après va se poursuivre d'autres éléments, mais le phénomène va se pas gagner le reste. À part les fosses nasales, les sinus, ça va descendre vers la gorge. Et ça va ensuite descendre vers la trachée, les bronches et les poumons pour déterminer la maladie allergique. Et souvent, il y en a qui se grattent un peu. Moi, des fois, ça m'arrive. Exactement. De gratter un peu le... Ça démange au niveau de la gorge, ça démange au niveau des oreilles, ça démange au niveau des yeux, ça démange même au niveau de la peau. Ça peut entraîner même un certain d'urticaire au niveau de la peau. Et vous savez que dès que les allergènes augmentent, eh bien, l'enfant, il va faire ses défenses, même l'adulte, il va faire des défenses plus importantes. Donc, les signes vont devenir de plus en plus importants par rapport au fait qu'il est dans un environnement allergique. Et je peux vous dire que beaucoup d'entre nous vivent avec le allergène parce qu'ils ne savent pas qui est cet allergène-là. Ouais, et on parlera après peut-être de la lutte. On va revenir effectivement sur ça, mais j'ai des amis où je connais des gens le matin, c'est un rituel, ils se réveillent, ils se mouchent, ils frottent le nez, ils raclent, et c'est ça qui permet de faire le diagnostic. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit pour que chaque matin, est-ce que c'est le climatiseur, est-ce que c'est le ventilateur, est-ce que c'est la literie, est-ce que c'est l'environnement de la chambre? Parce que vous savez, dans la nuit que l'allergène, en fait, la personne est exposée à l'allergène. Parce que son allergène est dans sa chambre. Dans sa chambre, d'accord. Et vous savez comment c'est nos chambres? Avec lit, drap, peut-être qui a fait 2, 3, 4, 5, 6 jours, des semaines des fois, des chaussures, des journaux, des vêtements, des cartons, une humidité en plus pas possible, mais aussi, même dans les zones de sécheresse, le vent, où il y a des allergènes, les acariens, les cafards et tout ça, toutes ces poussières de maison, le renfermer. Je ne vous parle même pas vous allez dans le jardin, les fleurs, si vous avez des animaux, les plumes, les poils. Enfin, ça demande effectivement une véritable enquête pour aller rechercher cet allergène, parce que c'est là le nœud de la question. Et est-ce que c'est... Parce qu'on va revenir vraiment sur les allergènes, parce que je pense qu'il faut vraiment que tu développes un peu mieux, parce que j'ai l'impression qu'on va vider nos chambres. Après, c'est pas... je vous assure que je suis prêt à visiter les chambres et à vider. Il y a plein d'inutilités dans nos chambres. Plein de choses inutiles qui sont là, qui stagnent, qui se décomposent. Je suis d'accord. Pendant des années, on ne sait pas pourquoi c'est là. C'est clair. C'est là-bas le problème. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que... Alors, effectivement, on remarque qu'il y a des familles d'allergiques. Donc, il y a effectivement une consonance allergique. Et donc, ce qui fait que quand vous êtes allergique, eh bien, sachez que c'est possible que vous ayez des enfants qui soient allergiques ou que vous descendez de parents qui étaient allergiques. Mais les allergènes ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et les allergènes sont très spécifiques à chacun. C'est pour cela que ce n'est pas un traitement qui règle ça. Ce n'est pas un médecin. Ça ne sert à rien de changer de médecin, d'ailleurs, des fois. Mais c'est tout simplement de bien connaître le phénomène et de rechercher, j'allais dire, de manière policière, quels sont les allergènes, quel type d'allergènes. Est-ce que c'est par les voies aériennes, est-ce que c'est digestif, est-ce que c'est par contact, pour qu'on puisse commencer à lutter, parce que le vrai problème, c'est d'éviter le contact avec l'allergène dès qu'il est reconnu. Parce que tu as dit un truc tout à l'heure, on a l'impression que des fois, plus, dans la pensée un peu, plus tu es exposé, plus tu vas lutter, moins tu vas présenter des signes. Alors que finalement, tu dis que plus on est exposé, plus on va développer des signes en fait. Donc c'est plutôt l'inverse.
si on a une immunité qui n'existe pas, par exemple, on est envahi par des maladies qui ont ruiné notre immunité, ou bien on a une pathologie qui a diminué notre immunité. Okay. C'est pour cela que, d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de thérapies vont vers l'immunothérapie. C'est-à-dire qu'on va vous donner des éléments pour vous permettre de lutter, voilà, plutôt que autrement. Donc, c'est fondamental de rechercher l'allergène. Mais justement, en parlant d'allergène. Éviter. Alors, l'allergène, c'est tout ce qui est autour de vous. Tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui est en dehors de vous, constitue un allergène vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, ça peut être de la poussière, ça peut être une particule, ça peut être un plat particulier, ça peut être une boisson particulière, ça peut être un élément de contact, ça peut être la poussière. Et on sait que ces éléments-là existent, mais il faut les rechercher. Il faut les rechercher, et c'est dans l'observation. En présence de quoi vous avez eu, les mêmes signes seront là. Rhinite, écoulement du nez, nez bouché, nez qui démange, céphalée, etc. Éternuement en salle. Qu'est-ce que j'ai touché, vu, approché, mangé, bu, respiré dans les quelques minutes, dans les quelques heures qui ont suivi? Et c'est cet interrogatoire-là, avec le fait de noter tout, mais les moindres choses, que vous allez retrouver un élément ou des éléments. Donc ça peut être des éléments, finalement. Ah oui, ça peut être des éléments, ça peut être plusieurs allergènes. On peut nettoyer la chambre parfaitement. Et ça peut être plusieurs allergènes. Ouais. Et c'est là que vous allez repérer un certain nombre et vous allez commencer à éviter. Mais c'est là aussi la difficulté. Ce n'est pas toujours facile d'éviter. Si vous êtes allergique à l'humidité, comment vous allez faire? Exactement. Si vous êtes allergique à la poussière, comment vous allez faire? Donc ça fait que vous êtes obligé d'avoir une vie relativement, de connaître les allergènes le plus possible, de rester toujours vigilant parce qu'ils peuvent changer. Vous pouvez avoir des allergies croisées. Vous pouvez par exemple ne pas être allergique à l'arachide, ne pas être allergique au gombo, mais dès qu'on vous fait une sauce arachide avec du gombo, vous êtes allergique. D'accord. Oui. Donc ça fait que vous êtes obligé d'être vigilant et de tout comprendre. Et puis, si vous avez repéré un allergène, évitez ça, même si par politesse, si vous ne supportez pas la fumée de la cigarette, il faut éviter ça et le dire à tous ceux qui sont autour de vous que moi, en tout cas, il n'est pas question qu'on fume à côté de moi. Si par politesse vous voulez accepter ça, ben c'est vous qui trinquez après. Ouais. Est-ce que entre les pays occidentaux, l'Asie, l'Afrique, les allergènes diffèrent? Est-ce qu'ici on a des allergènes, en Côte d'Ivoire notamment, différents d'ailleurs dans le monde? De toute la façon, quoi qu'il en soit, dès que vous changez, il y a des allergènes partout, ça c'est clair, mais dès que vous changez de géolocalisation, j'allais dire, vous voyagez, vous allez vous retrouver avec des épisodes de rhinite, le temps que votre organisme, j'allais dire, capte ces nouveaux germes, ces nouveaux microbes, ces nouveaux éléments qu'il ne connaît pas, et qui va donc s'adapter à cela. Et il va faire le même processus, inflammation, et puis après faire ces petites allergies progressivement, et puis maîtriser la situation. Voilà, progressivement. Mais il faut qu'il soit en immunité positive. Il faut qu'il ait déjà les éléments pour lutter contre. Et vous savez que tous ces signes que nous voyons, c'est tout simplement le fait que l'allergène est rentré dans l'organisme. Et puis, il y a tous les phénomènes biochimiques qui vont se passer, de fabrication de l'histamine, et qui va maintenant mettre en route les processus de réaction. Quand on est dans les grandes villes comme Abidjan, où il y a beaucoup de... Parce que des fois, on peut identifier l'allergène, mais on peut pas échapper à l'allergène. Par exemple, à Abidjan, il y a beaucoup de pollution, comme dans les grandes villes du monde. Oui. Alors, c'est pour cela que... on sort plus... Regardez, même mettre le masque chirurgical qui est arrivé par le phénomène du Covid est un élément très positif. Je pense que ça a dû sauver beaucoup de gens. Non seulement de vous protéger, pour ne pas donc prendre des allergènes et ne pas avoir, même s'ils sont là, ne pas en avoir en quantité, mais aussi de ne pas contaminer, de ne pas disséminer votre infection. Donc, vous êtes obligé d'avoir, j'allais dire, une hygiène de vie. Voilà. Cette hygiène de vie basée sur la reconnaissance des allergènes que vous ne supportez pas et la manière de l'éviter. C'est un système de vie que vous devez mettre en place. Évidemment, chez des adultes, on peut leur expliquer, ça va, mais chez les enfants, c'est pas évident. Parce que après, pour aller faire les tests allergiques,
C'est pas toujours évident qu'on ait les mêmes allergènes qu'on a en Europe au printemps et tout ça, et qu'ici. Et puis, même si on les retrouve, ce n'est pas toujours évident de faire des désensibilisations, c'est-à-dire de vous rendre moins réactif à l'allergène. Voilà pourquoi le meilleur traitement, j'allais dire le moins cher, c'est de repérer vos allergènes et de ne plus être en contact avec. Okay. Maintenant, les allergènes connus, habituels, qui sont retrouvés, c'est de faire la chasse à ces allergènes-là. Je vais vous dire une histoire. Il y avait une jeune dame que je connais qui était vraiment extrêmement allergique et qui revenait à la consultation tout le temps. Et donc, moi, je lui ai parlé, bien sûr, des phénomènes d'allergie, et surtout d'allergie naso-sinusienne et éventuellement des complications infectieuses qui pouvaient arriver, qu'elle présentait. Et quand je lui ai expliqué le phénomène donc aussi de sa chambre, mais elle m'a dit, mais ce n'est pas possible, tout ce qui est dans ma chambre, je suis là-bas depuis, j'ai toujours été là. Quand je lui ai proposé d'aller dans sa chambre pour visiter la chambre... Tu es parti visiter sa chambre? Aller visiter la chambre pour lui démontrer ce que c'était. Bon, c'est vrai qu'elle est pas mal, hein, donc ça pourrait être peut-être pour autre chose, on aurait pu être plus intéressant, mais enfin bref, restons dans le domaine strictement médical. Quand je suis rentré dans cette chambre, je vous assure, moi-même j'ai commencé à tousser, j'ai commencé à éternuer. Il y avait une poussière pas possible dedans, des journaux, des chaussures, des habits entassés. Enfin, elle ne se rendait pas compte? Mais le lit lui-même, il était même humide. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas pu faire son lit le jour où je suis venu. Mais c'est incroyable. Donc, du coup, elle vivait dans sa maladie. Ouais. Et quand j'ai demandé de tout vider, vous savez, la chambre, c'est pour dormir. C'est pas pour entasser des choses, c'est pas un bio. Même, je m'excuse pour les dames qui veulent se maquiller, même les produits de maquillage peuvent être allergisants. Donc, c'est pour ça que je me rappelle avant, dans les anciennes maisons, il y avait le boudoir, il y avait l'espace avant la chambre, il y avait même le magasin avant la chambre où on rangeait les affaires et tout ça. Mais aujourd'hui, on nous fait des chambres toutes petites avec des armoires. Tout est dedans. Tout est dedans, tout entassé. Il n'y a pas de ventilation. Les fenêtres sont petites, les fenêtres ne sont pas ouvertes. Il faut aussi que comment on appelle, les bâtisseurs de maisons et les promoteurs immobiliers et même les architectes réfléchissent. Les maisons doivent être ouvertes et aérées. Ouais. Est possible d'être aéré. Et d'ailleurs, quand vous allez acheter votre terrain, n'allez pas acheter un terrain dans une vallée. Mettez-vous sur le terrain avec la colline, avec le vent qui va passer et tout ça. Il faut vivre en aération. Et aujourd'hui, il ne faut pas faire de petites maisons, petites fenêtres, petites portes, etc. Non, il faut ouvrir. Il faut ouvrir les choses. Et d'ailleurs, même dans le choix des fleurs que vous allez mettre dans le jardin, il faut voir si vous n'êtes pas allergique. Les animaux que vous prenez, chiens, chats, les oiseaux et tout ça, il faut voir. Ouais. Est-ce que vous êtes allergique ou pas? Je pense que pour quelqu'un que je connais allergique, il doit avoir... Et c'est un métier de médecins et de paramédicaux qui travaillent dans la lutte contre l'allergie et qui font des enquêtes qui sont demandées par des patients. Qu'est-ce qui est chez moi qui devait être allergisant, qui est possible d'être allergisant? Mais comment c'est fait justement Comment on peut faire le diagnostic? On suspecte par exemple son enfant qui a 10 ans, qui éternue tout le temps, qui a tout le temps le nez bouché, comme tu disais, qui se frotte le nez le matin. Comment on fait le diagnostic? C'est quoi le cheminement des parents en fait? Le diagnostic, il est clinique. Simplement, les 4-5 signes que j'ai cités on donne le diagnostic. Non, ça donne le diagnostic de l'allergie. Ensuite, c'est l'observation. En présence de quoi cet enfant fait-il toujours? En présence de quoi? Parce que l'enfant, lui, n'aura pas le temps il ne saura pas exactement faire le listing. Quand il est plus grand, c'est possible, ou bien quand c'est un adulte, c'est possible, mais pour un enfant, ce n'est pas possible. Donc, il faut observer cela. En présence de quoi? Et on fait la liste à chaque fois que l'enfant va présenter ces signes. Pour avoir la liste des éléments, mais tout ce qui peut être autour de lui, tout ce qui est rentré en contact avec lui. Quels sont ceux qui l'ont pris? Quels sont ceux qui l'ont pris dans les bras? Enfin, jusque peut-être même au parfum des personnes qui l'ont pris dans les bras. Toutes les situations dans lesquelles il s'est trouvé. En tout cas, c'est très difficile. Donc, c'est aux parents de faire attention, c'est à l'entourage de faire attention. Oui. Okay.
Que les parents fassent attention, ils verront progressivement qu'il y a quelque chose qui réapparaît toujours. Ouais. Et puis après, essayer d'éviter cela, et puis ils verront que ça va peut-être diminuer. Et l'enfant lui-même, en grandissant progressivement, va mettre en place ces éléments d'immunité, maîtriser ces éléments qui sont autour de lui, qui sont ces allergènes qui le gênent, et puis progressivement, les choses peuvent s'arranger. Est-ce qu'il peut y avoir des tests? Alors, des fois, on parle souvent de tests. Alors, les tests, comme je dis, d'abord, les tests sont chers. Les tests sont aussi nécessaires pour pouvoir mettre en place une bonne stratégie thérapeutique. Mais les tests, souvent, sont des tests européens. Voilà, c'est parce que donc, ça fait que... On dit qu'on teste, mais avec des tests étrangers. Donc, finalement, ce n'est pas forcément adapté à nous. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours très adapté à nous, mais associé. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'observation. Ce que le professeur dit, c'est totalement vrai. Je pense qu'on sera nombreux à se reconnaître. Si vous vous reconnaissez dans tout ce qu'il dit, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner au podcast Salle de Garde. Et même de poser des questions après. Et de poser les questions parce que justement, nous, on essaie de... Ça peut déclencher un certain nombre de questions. De répondre. Et donc, les tests finalement moins fiables chez nous, puisque c'est avec des allergènes qui sont un peu lointains. Oui, mais on a d'abord ça sous la main. Et ce sont des spécialités. Le fait d'être allergologue, quelquefois associé à une autre spécialité, par exemple ORL et allergologie, pneumologie et allergologie, pédiatrie et allergologie, dermatologie et allergologie, fait qu'effectivement, c'est une spécialité à part qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et les parents, du coup, ils partent voir quel médecin tu recommandes justement, un parent qui suspecte une allergie ou qui pense que son enfant est allergique, quel médecin il va voir? Il va certainement voir le spécialiste de la manifestation. Ouais. Donc si c'est au niveau voilà, et puis le spécialiste l'amènera chez un allergologue, et puis ensuite il y aura tout un ensemble d'examens. Parce que l'allergie implique inévitablement l'infection. Justement, et ces infections... Parfaite transition, je vais arriver aux complications. Exactement. Vas-y, je te laisse. Donc, du coup, la rhinite va se transformer en sinusite parce qu'elle va donc gagner les cavités. Alors, c'est quoi la sinusite, justement? Alors, les sinus de la face, c'est des cavités aériennes qui sont situées de part et d'autre des fosses nasales. Pour les sinus, nez, sinus maxillaire, et entre les yeux, sinus ethmoïdaux, et au niveau du front, sinus frontal, pour ce qui est sinus antérieur, et au niveau des sinus postérieurs, les ethmoïdaux postérieurs et les sinus sténoïdales. Et ces cavités aériennes, sont là peut-être pour ne pas rendre le cerveau trop lourd, et puis peut-être aussi qu'ils servent un peu pour bloquer les impacts directs sur la face. Et ce sont donc des cavités qui ont des ostios qui vont permettre la sortie des sécrétions, puisque c'est le même type de muqueuse, des sécrétions. Et quand ces sécrétions-là, ne peuvent plus s'évacuer parce que l'œdème de la muqueuse a entraîné une fermeture de la sortie de ces cavités, le liquide va s'accumuler, s'infecter et puis devenir une sinusite. Ok, donc c'est ça la sinusite. Alors, il y a quand même un signe très particulier dans la sinusite maxillaire. Au départ, quand le sinus commence à se remplir, vous avez toute la journée l'impression d'avoir la tête très lourde, comme la tête pleine. Et puis, vous avez une envie extraordinaire de vous moucher. Et quand vous mouchez, ça fait une bonne débâcle de pu et vous vous sentez mieux. Et puis après, ça recommence ce processus. C'est un signe qui est très, très, très important pour reconnaître. Parce que souvent, les gens, ils marchent et disent « j'ai la sinusite », mais ils sont là, il n'y a pas de... Est-ce que c'est un excès de langage? Non, je pense qu'ils ne sont pas loin de la réalité dans la mesure où ils ont un écoulement nasal mucopurulent. Ça, c'est clair que ça entraîne après. Mais la sinusite, elle a d'autres signes, puis il y a les céphalées qui vont s'ajouter. Fièvre, et après, le pus va commencer à sentir mauvais. C'est ce qu'on appelle la cacosmie. Et cette cacosmie, quelquefois, quand elle est objective, c'est-à-dire que tout l'environnement sent cette mauvaise odeur, ça devient désagréable, mais ça peut entraîner aussi une mauvaise haleine. Ok, d'accord. Fièvre aussi, peut-être? Est-ce que ça oui, fièvre quand c'est actif. Quand c'est poussé. Et donc, inévitablement, on va vous faire donc une radio, un scanner, qui va nous montrer le liquide dans le et puis nous permettre aussi de voir d'autres complications, c'est la modification de la muqueuse avec l'apparition de polypes qui peuvent remplir les fosses nasales et remplir les cystes et demander une intervention chirurgicale. Ouais. Parce que finalement, tous les gens allergènes s'automédicamentent.
finalement pas à la pharmacie. Oui, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils vont chez le médecin, ils payent une consultation. C'est les mêmes produits, entre guillemets, qui sont prescrits. Donc, pourquoi aller chez le médecin pour continuer? Ou bien, la mauvaise habitude, c'est de changer de médecin et de penser que, ce médecin-là, non, il me donne des médicaments. Mais le médicament, il ne va faire que réduire la crise. Il ne va faire que diminuer la crise. Peut-être faire disparaître la crise, mais que pour quelques instants, puisque si vous êtes vous avez l'allergène autour de vous, vous allez, j'allais dire globalement, recommencer. Donc, du coup, la lutte, ce n'est pas d'avaler des médicaments. Ça fait des antihistaminiques, puisque c'est l'histamine, le déclenchement de l'histamine qui entraîne donc ces phénomènes. Mais après, ils vont monter la cadence, aller vers des corticoïdes. Et on connaît les complications de la corticothérapie. Et ensuite, ils vont faire leur automédication tranquillement, sachant, voilà ce qui me soulage. Toujours, voilà ce qui me soulage. Alors qu'il ferait mieux de chercher l'allergène pour éviter cet allergène et réduire. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, c'est normal, c'est comme ça, que je suis comme ça, je vais prendre tous les jours mes histaminiques. Mais ils ont ça sur la table de chevet, ils ont ça dans leur sac. Mais ce n'est pas la solution. Et comme il y a un peu de fatalité, à chaque fois, les allergènes peuvent évoluer, les allergènes peuvent changer, du coup, il va y avoir des périodes où ils vont même... Il y en a même qui, à un certain moment de leur évolution, n'ont plus de réaction aux antihistaminiques. Ils sont obligés. Oui, comme s'il y a une sorte d'accoutumance et que l'antihistaminique n'a plus d'effet, et puis ils vont passer à plus fort aux corticothérapie. Et le drame, c'est que ceux qui deviennent allergiques, même des fois aux antihistaminiques, c'est terrible. C'est-à-dire que le processus est tellement implanté que ils vont même être allergiques aux produits qui peuvent peut-être les aider à avancer. C'est pour ça qu'il faut très vite entrer dans le processus, très vite comprendre, très vite consulter pour éviter les complications et ne pas penser que l'ordonnance qu'on vous a faite il y a 10 ans est toujours valable. Toujours valable. Il faut chaque fois réévaluer avec de préférence le même médecin, avec le même spécialiste, parce que lui, il connaît votre histoire. Et il voit comment la pathologie évolue et il peut vous aider mieux que de changer de médecin pour aller vers un autre médecin qui est compétent, certes, mais ne connaît pas l'histoire. Et tous les allergiques ont un dossier médical chargé avec beaucoup de dossiers, beaucoup d'examens, beaucoup de radios, beaucoup d'ordonnances et ont l'impression que les médecins répètent les mêmes choses. Non, c'est pas ça. Et la désensibilisation, du coup, parce qu'on entend beaucoup, il faut se faire désensibiliser. C'est quoi exactement? Alors, la désensibilisation, c'est de vous permettre donc d'avoir des réactions, si vous ne pouvez pas éviter l'allergène, d'avoir des réactions réduites. Et progressivement, je dirais, une sorte d'habituation aux allergènes. Mais ça fonctionne plus ou moins, ça fonctionne des fois ça ne marche pas. Et puis il y a aussi le fait de renforcer votre immunité par des médicaments qui vont vous aider à renforcer votre immunité. Le fait aussi que vous ayez une hygiène de vie et que vous mangez bien, correctement, il y a tout ça. C'est tout un environnement. C'est pour ça que quand on sort un peu, qu'on regarde, je suis désolé, les quartiers, quand vous avez des quartiers des quartiers humides, les maisons sont humides, les maisons sont petites, on n'a pas d'aération suffisante, même la climatisation. Pensez le nombre de germes qui sont balancés par les climatiseurs s'ils ne sont pas nettoyés tous les 2 mois. Le lit qui doit être fait tous les jours. Il faut changer les draps. Je veux dire que c'est toute cette petite lutte-là. Toute une routine. Oui, voilà, qu'il faut qu'on ait donc dans nos maisons pour éviter donc parce que la maison est obligée d'y revenir. Et le bureau, ça peut être au bureau aussi. Mais ça peut être au bureau. Donc revoyez un peu le bureau, comment ça se passe. Si vous savez à quoi vous êtes allergique, vous pouvez éventuellement, même dans la médecine du travail,
demander un certain aménagement de choses qui peut être simple. Hein. Vous êtes dans l'axe, par exemple, du climatiseur, vous ne supportez pas le climatiseur, vous déplacez votre bureau. Par exemple, là vous n'êtes plus dans l'axe. Voilà. Donc, c'est des petites choses, quelquefois, très simples qu'il faut faire. Ouais. Alors toi, tu es ORL et chirurgien cervico-facial, tu es chirurgien. Voilà. Est-ce que finalement, à quel moment un chirurgien, est-ce que des fois c'est chirurgical, peut-être en cas d'infection, j'imagine? Alors en cas d'infection, mais surtout, alors en cas d'infection, en cas de sinus avec plein de pus à l'intérieur qui me montré par la radio, le scanner, on y va pour vider le pus, pour nettoyer toute cette muqueuse qui est, en guillemets, qui est pourrie, voilà. Et on va en chirurgie endonasale, c'est-à-dire qu'on va rentrer par les fosses nasales avec l'endoscope et voilà, et donc travailler. Avant c'était plus agressif, mais maintenant avec la chirurgie endonasale c'est beaucoup plus simple. Et puis aller enlever les polypes, toute cette muqueuse qui est devenue cicatricielle, qui est devenue fibreuse, et donc on va nettoyer, on va vider et tout ça. Et sur le plan chirurgical, c'est ça. Mais on reste toujours vigilant parce que ça peut récidiver. Ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même dès le début, on fait fréquemment laver le nez avec de l'eau de mer artificielle, avec des solutés, pour rincer et enlever tous les dépôts, pour que la muqueuse soit propre. La plus propre possible. Voilà, parce que toutes ces sécrétions vont stagner, s'infecter, et puis lancer le processus d'infection va se propager. D'accord. Alors toi, tu as 40 ans de pratique. Je sais plus. On ne sait plus encore plus. Oui, à peu près, disons, peut-être un peu plus, mais enfin, dans cette zone-là. Est-ce qu'il y a des patients qui t'ont justement marqué, patients allergiques ou autres qui t'ont marqué justement? Il y a, alors les patients, oui, il y en a énormément, mais peut-être que ce patient qui est venu avec des polypes qui étaient tellement importants que ça sortait pratiquement des fosses nasales. Ça sortait du nez. Ça sortait du nez. Ça se voyait même facilement, rien qu'en le regardant, et qui ne pouvait pas comprendre qu'on allait aller opérer. Ça dit, mais vous n'arrivez plus à respirer. Il était obligé de respirer par la bouche. Il dormait plus. Il était vraiment. Et puis c'était très désagréable. Et on est parti enlever tout ça. Et il est revenu quelque temps après, 1 ou 2 ans après, avec encore des polypes qui poussaient. Wow. Il s'est dit, mais je ne comprends pas. Vous avez enlevé, j'ai bien compris, ça m'a soulagé, tout ça. Mais ça repart. Oui, parce que vous devez continuer la lutte. C'est pas parce qu'on vous a enlevé ça que ça veut dire que ça ne va plus jamais revenir. Et il y en a aussi qu'effectivement que les retours. C'est pour ça que quand on enlève avec le maximum de muqueuse possible. Pour repousser en fait Pour repousser l'échéance. Ouais, l'échéance, ouais. Voilà, pour repousser ça au plus tard possible. Et ça, ce qui l'a donc frappé, c'était le fait que on l'a opéré, c'est vrai, mais est-ce que véritablement on a tout enlevé? Et quand je lui ai dit que ce n'est pas possible de tout enlever, parce qu'il y a tellement de coins, de recoins et de coins-coins, qu'on ne peut pas aller partout, mais on va au maximum de la visibilité qu'on a et de ce qu'on peut enlever. Il n'était pas content. Il a dit non, vous auriez dû enlever tout. Je dis, mais je ne peux pas enlever tout, ce n'est pas possible. Et j'ai donc lui ai expliqué, je lui ai montré des images radiologiques pour qu'il comprenne avec tous les recoins qu'il y a que c'était difficile. Le deuxième groupe, dans ce cas-là, c'est ceux qui ne comprennent pas qu'ils avaient des signes nasosynésiens et comme ils commencent à avoir des signes pulmonaires, que c'est la même muqueuse qui va là-bas. Donc ça veut dire que quand ils voient l'ORL, il faut qu'ils voient le pneumologue. Pourquoi? Parce que les pneumologues nous le disent. Hein. Nous, on est au premier étage, ils sont au rez-de-chaussée. Tout ce que nous, on a comme sécrétion et tout ça, va descendre par la trachée, les bronches et aller dans les alvéoles pulmonaires. Stagner dans les alvéoles pulmonaires, développer le même processus. Donc cette muqueuse qui va devenir fibreuse ne va plus pouvoir s'étendre et donc le tube bronchique va se réduire en lumière et donc il va avoir des signes d'asthme avec une respiration qui va devenir expiratoire. L'inspiration ne va pas poser de problème. Il va inspirer, mais l'expiration, il est obligé de forcer dans sa...
là, c'est la crise d'asthme qui s'installe, la maladie allergique qui s'installe, et nous sommes obligés de travailler en collaboration avec les pneumologues, dans lequel il y a des allergologues aussi. Ok. Donc c'est un travail d'équipe aussi, finalement. Il faut vraiment, comme tu as dit, absolument. le dermatologue, parce que souvent il peut avoir un peu d'eczéma derrière. Il faut absolument. Ouais. Et l'ORL depuis 40 ans. Oui. Comment est-ce que l'ORL a ça, c'est une rubrique qu'on appelle Derrière la blouse, un peu, c'est parler un peu de Derrière toi. la Et puis, derrière la blouse. Derrière la Voilà, blouse. derrière la blouse, ça s'appelle. Ah là là, derrière la blouse. Qu'est-ce Donc, qu'il peut avoir derrière la blouse? C'est parler un peu, justement, toi, en tant qu'ORL, Oui. à la retraite. Oui. Comment est-ce que la spécialité a évolué depuis? Est-ce que ça Alors a moi, beaucoup évolué? Est-ce que ça a beaucoup j'avoue changé? que j'ai passé une carrière extraordinairement agréable, vraiment sur tous les plans. Parce que d'abord, j'ai beaucoup aimé mon métier, et je l'aime beaucoup encore, bien sûr, mais j'ai beaucoup aimé ce métier parce que je suis arrivé un peu, alors j'avais voulu faire la gynécologie, que j'ai abandonné pour des raisons anatomiques, parce que j'ai des doigts trop petits. Ah, tu penses que ça gêne pour aller chercher l'enfant? C'est ce que j'ai essayé de... Ensuite, j'ai voulu faire de l'ophtalmologie, mais je me suis retrouvé, parce que je suis militaire, donc dans ma carrière, j'ai donc eu des aînés qui étaient déjà ophtalmos, dont 4 ou 5 qui étaient déjà ophtalmos devant moi, et l'armée ivoirienne n'avait pas d'ORL encore. Et c'est ainsi que le directeur du service de santé en son temps, donc feu Colonel Koulibaly Draman, m'a demandé de faire de l'ORL. Parce que lui avait voulu faire l'ORL, mais n'avait pas pu parce qu'il était parti donc en mission à l'extérieur. Et c'est comme ça que je suis allé voir donc le professeur était Ambroise, paix à son âme, qui m'a accueilli et que je connaissais déjà depuis dans le quartier à Cocody, quand moi j'avais 7-8 ans. Et donc j'étais ami à son fils et c'est ainsi que je me suis retrouvé en ORL et j'ai été passionné par cette spécialité avec des petits orifices et qui maniait plusieurs choses. C'est-à-dire on était en macro-chirurgie, macro-consultation et on pouvait se retrouver en micro-chirurgie, micro-consultation. Et je me suis rendu compte qu'il y avait la consultation, mais il y avait aussi les explorations fonctionnelles et j'avais aussi la chirurgie, j'adore la chirurgie. Donc, j'étais très chirurgical. Et d'ailleurs, quand je suis parti en Europe, j'ai fait mes stages en chirurgie de l'oreille et en chirurgie des cancers de la gorge. Et c'est comme ça que... Et puis bon, j'étais aussi universitaire, donc j'ai fait ma carrière universitaire avec une passion pas possible. Et je m'excuse d'ailleurs auprès de ma famille parce qu'il a fallu des fois que je la mette un peu de côté, mais j'ai vraiment... j'ai fait une carrière que j'ai adorée. Et puis j'ai des collaborateurs extraordinaires, exceptionnels, des gens vraiment qui en veulent et qui... C'est vrai, j'ai peut-être un peu été dur quelquefois avec eux, mais les gars, sachez que, bon, si vous me voyez là, pardon, c'était nécessaire. Je vous aime, c'était nécessaire. Voilà. Et puis, bon, vraiment des aînés qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé dans le monde entier. J'ai parcouru le monde entier, j'ai des amis... Des collègues extraordinaires, des patrons fabuleux qui étaient vraiment à mes petits soins, et puis bon, des collègues et des amis dans la profession. Et puis bon, les patients ont fait ce qu'on a pu, comme on a pu, on a travaillé, on a appris au maximum pour être plus disponible vers eux. C'est vrai qu'on n'a pas peut-être toujours pu avoir le matériel qu'on voulait, on n'a pas tous pu avoir les éléments qu'on voulait, on n'a pas pu tout faire ce qu'on voulait. Mais en tout cas, on a fait le maximum de nous-mêmes. Et je vois aujourd'hui, les jeunes sont formidables parce que, je vous assure, beaucoup s'engagent à fond dans le métier. Beaucoup prennent sur eux d'acheter du matériel, prennent sur eux du temps pour travailler, du temps pour voyager, du temps pour faire des congrès, des conférences, du temps pour que l'hôpital, que la clinique fonctionne. Et beaucoup ont sacrifié, beaucoup de choses, ont sacrifié leur famille, ont sacrifié leur temps pour arriver à une performance. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le monde, quand je regarde, moi, ma spécialité, ce qui se passe, l'évolution que nous avons aujourd'hui en Afrique, j'allais dire même dans la Côte d'Ivoire, fait que nous sommes devenus, en tout cas, des gars valables.
ceux qui sont là, je peux vous dire qu'ils sont des gars valables. C'est pas de l'autosatisfaction. C'est pas parce que c'est toi qui les as formés. Mais il y a des formations, on devait voyager dans le temps. Aujourd'hui, on les fait ici. Il y a des interventions chirurgicales, on devait voyager dans le temps. Aujourd'hui, on les fait ici. Être évacué, ça ne veut pas dire être forcément mieux opéré ou être mieux soigné et tout ça. Tout est ici. C'est vrai que quelquefois, on est obligé de s'adresser à nos collègues étrangers. Et puis, on travaille avec Internet, on est en symbiose avec eux. On a des staffs ensemble avec des pays étrangers. Donc, du coup, et je peux vous dire que nous sommes plus manuels. Plus manuels. On fait beaucoup plus de travaux en laboratoire, en salle de dissection, auprès des malades. On a beaucoup d'expérience. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses ici qu'il faut qu'on regarde d'abord, peut-être, qu'on demande, qu'on se renseigne pour savoir est-ce que ce que j'ai, il y a le spécialiste ici. Il y a forcément quelqu'un qui s'intéresse. Avant de forcément aller chercher... D'aller chercher ailleurs où ça va être beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'il y a le problème souvent de prix qui fait que, les patients... Mais je peux vous dire que quand vous posez des problèmes, les assurances sont là aussi pour essayer d'atténuer ça. Mais l'État s'est tellement bien compris que même le ministère de la Santé, le ministère de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, vous dit que ce problème de prise en charge sanitaire est un problème... Ça devient indispensable. Oui, indispensable. Et connu des autorités, connu des professionnels. Et tout le monde se bat dessus. Les assurances aujourd'hui aussi font des efforts, qu'elles soient privées ou autres. Donc, que chacun regarde son problème de santé et qui s'y intéresse et qui cherche, il y a la réponse, forcément, ici. Que ce soit dans la prise en charge, que ce soit dans le financement. Même au niveau des équipements, même au niveau de... Il y a toujours des efforts. Mais le problème de la santé, c'est ça, c'est qu'on est toujours un peu en retard. Mais on ne peut pas faire autrement. Ça va être très difficile d'être en avance dans ce cas. Même les pays développés ne sont pas en avance forcément sur les problèmes de santé. Oui, bien sûr. C'est un combat permanent. Et moi, je sais qu'on a tout pour avancer. Même si on ne réussit pas tout, au moins on fait le maximum, on fait ce qu'on peut. Chacun à son niveau. Je suis sûr que tu vas faire naître des vocations parce que tu sais qu'il y a plein de jeunes médecins, des étudiants qui regardent salle de garde. Ah bon? Ouais. Et souvent, la question que je demande un peu à chaque spécialiste, c'est quel est... alors tu as un peu décrit un peu l'ORL. Hein, je voulais dire, si tu dois donner un conseil à un étudiant qui se pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi tu dois le conseiller? Pourquoi tu le conseillerais d'être ORL, justement? Alors, peut-être qu'avant de dire ORL, on va lui dire d'abord, il faut qu'il bosse. Ah, ça, on est d'accord. Parce que rien ne pourra se faire autrement. Il faut qu'il bosse et qu'il soit disponible pour son boulot. Il faut qu'il apprenne théoriquement, mais il faut qu'il apprenne aussi de manière pratique. Il doit être concentré. Il doit être concentré. Il y en a qui ne sont pas concentrés. Hein. Il faut qu'il soit concentré sur l'affaire. Ouais. Voilà. Et puis, il faut qu'il ait une stratégie pour avancer. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut être médecin et puis faire une spécialité? Quelle spécialité? Est-ce qu'il veut être enseignant? Il faut qu'il sache les contraintes que cela va lui entraîner. Et il faut qu'il s'organise pour essayer de faire toutes ces choses-là à la fois. Et la spécialité, ce n'est pas de dire j'aime. Et beaucoup d'entre nous tombent dans la deuxième spécialité comme ça, parce que, même accidentellement, et puis après ne s'en sortent pas. Il faut que vous aimez. Moi, je me rappelle d'un de mes internes qui est arrivé, il me dit, il vient voir ce que c'est que l'ORL. Mais je l'ai mis au charbon tout de suite. En quelques jours, j'ai vu que le gars, dès que le malade éternue, le malade tousse, le malade crache, j'ai dit, mais mon ami, tu ne peux pas venir ici si tu... Je ne t'ai pas dit d'adorer le crachat ou de le goûter, mais je te dis que si tu dois fuir chaque malade qui est tousse, qui est crache, qui éternue ici, mais tu ne vas pas t'en sortir, mon gars. Voilà. Vous voulez être chirurgien, mais il faut aller à la salle de dissection. Je veux dire que vous devez voir votre capacité et puis vous mettre au boulot. Parce que plus vous allez apprendre, et plus vous allez être performant, et plus vous êtes performant, vous allez faire des prouesses. Parce que ce qui me gêne quand même un peu maintenant, j'ai le sentiment qu'il y a des spécialités où il y a des interventions qui vont disparaître. Il y a des interventions pointues, mais on a le sentiment que les jeunes ne veulent pas y aller.
Mais si vous n'y allez pas, qui va aller? Ouais. Si ça vous demande d'aller passer 3 mois, 6 mois quelque part pour apprendre, mais allez. Il faut le faire. Ouais. Vous attendez quoi? Une bourse? Qui va vous donner une bourse? Mais quand vous allez arriver là-bas, vous allez prendre des contacts. Et quand vous allez apprendre, vous allez revenir, vous allez vous mettre à la disposition des patients. C'est pour ça que si nous, on a pu faire évoluer ce qu'on a pu faire, c'est parce que des patrons étaient derrière nous et nous ont aidés à avancer. Eux, ils ne sont peut-être pas arrivés où nous sommes arrivés. Nous, on a pu avancer. Mais c'est le normal que l'élève dépasse le patron. C'est normal. Voilà. Et donc, il faut qu'il soit courageux. De toute façon, le pognon là, tu ne vas jamais avoir le pognon qu'il te faut. Je vous assure, je ne sais pas, mais tu vas avoir du pognon, tu vas trouver la dépense en face immédiatement. Donc, il faut chercher encore plus. Eh bien oui. Ouais. Donc, il faut faire ton job normalement, avec beaucoup de sérieux. Ouais. Et puis, comme maintenant je suis dans la gestion des conflits, dans la médiation et tout ça, je me dis, faisons notre boulot avec conscience, je vous assure. On a choisi un travail qui est compliqué. Le matériel sur lequel nous travaillons est un matériel périssable. Une secrétaire va taper un texte, bon, c'est pas bon, elle déchire la feuille, mais moi je ne peux pas. C'est un être humain. Donc il faut le prendre avec beaucoup de minutie, avec toutes les dimensions que cela représente, aussi bien physique et même spirituelle, pour comprendre que nous sommes dans un métier qui a une autre dimension. Et si vous faites ça avec conscience, si ça vous demande même des efforts, si ce n'est pas rétribué comme cela devait être, allez d'abord au charbon. Faites votre travail avec conscience. Recevez les gens comme vous devez les recevoir, comme on fait l'accueil. Expliquez ce que vous êtes en train de faire. Expliquez, même le consentement éclairé, pourquoi il est bien? C'est une information éclairée pour que le patient donne son consentement. Lui, il n'a pas étudié la médecine et vous allez lui expliquer des trucs compliqués. Et vous dites si vous êtes d'accord. Des fois, le gars rentre au bloc, même c'est quand il est sur le chariot, on dit bon, signe ici, là. C'est pas sérieux. Je m'excuse, les amis, c'est pas sérieux. Je le dis avec violence parce que je sais que ça se passe. Et ça ne devrait pas se passer. Donc, essayons d'atténuer ça. Quelqu'un qui arrive, avant-hier par exemple, voilà une dame qui m'appelle, Pascal, je suis devant telle clinique, on ne veut pas me recevoir. Je dis, ok, d'accord, j'appelle une autre clinique. Je dis, bah, je me dis, le gars qui est de garde là, passe de moi, je dis, oui, bonjour, je suis le professeur Aguilar. Ça lui dit rien, mais c'est pas grave. Mais pourquoi vous ne la recevez pas? Je n'ai pas de chambre d'hospitalisation. Elle ne vous demande pas une chambre d'hospitalisation. Elle dit de la recevoir seulement et de voir au moins qu'est-ce qu'elle a. Il me raconte une histoire de fou. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je me pointe à la clinique, je vais le voir. Je dis, mais dis donc, c'est avec moi que tu as parlé là. Cette dame-là, elle est partie dans une autre clinique. Là-bas, elle est arrivée, elle avait un pouls élevé, elle avait une hypertension réactionnelle par rapport au traumatisme qu'elle a. Tu ne l'as même pas auscultée, même pas pris sa tension, tu la chasses parce que tu n'as pas de lit d'hospitalisation. Mais si tu sais que c'est une affaire de non-assistance à personne en danger, c'est du pénal là. Voilà le mec maintenant, il ne savait pas. Apprenez quand vous ne savez pas. Demandez quand vous ne savez pas. Toi, tu es urgentiste et tu ne sais pas comment accueillir une urgence. Mais attends. Bon, excusez-moi, j'ai levé un peu la voix. Non, pas du tout. Au contraire, je me calme. Je pense que ça vaut le coup. Parce que c'est très compliqué cette histoire. Parce que de plus en plus, les patients, ils se renseignent. Ils ont Internet, ils ont Google, ils ont comment on appelle ça, l'intelligence artificielle. Ouais. Ils vont savoir mieux sur les maladies que toi, médecin. C'est la réalité, hein. Tout le monde se renseigne maintenant. Ouais. Donc du coup, tout le monde se renseigne. Du coup, il faut que vous soyez au-delà de ça. Voilà. Il vient vous voir. Est-ce qu'on ne va pas faire un autre podcast justement sur mais je pense qu'il faut voir si vous voulez. La médiation. Moi, je suis mobilisé. Parce qu'aujourd'hui, c'est un combat permanent. Je vous assure. Vous dites que les patients se plaignent. OK. Les médecins ne se... Mais si les gens se plaignent, c'est parce qu'il y a quelque chose. On ne peut pas se plaindre pour rien. Regardez, écoutez, posez des questions, demandez, répondez à leurs questions, expliquez. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Les patients, ils savent très bien que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des surhommes, nous ne sommes pas des robots. Mais il faut le dire carrément. Des fois même, le malade, je vous assure, il y a un cas aussi que je vais expliquer.
Le malade est venu me voir, il se plaint, il dit oui, je suis pas dans tel hôpital, on m'a pas bien reçu, on m'a chassé. Bon, je me renseigne. On m'a chassé, non, en fait, le patient, le médecin, avait juste envie d'aller faire pipi. Dit au malade, excuse-moi, je vais faire pipi, je reviens. Mais il sait que tout le monde fait pipi. Donc, il peut attendre un peu. Le médecin se retourne et puis il s'en va, il disparaît. Bon, le gars est là, il se retrouve seul, il tourne sur lui-même. Il n'a pas expliqué. Bon, il appelle quelqu'un. C'est pour ça que le malade, ils appellent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Quand il vous appelle, allô docteur, mon frère, pardon, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un dans tel coin? Il n'a pas besoin de connaître quelqu'un. Ouais. Mais non, il a besoin juste d'être accueilli, d'être renseigné et d'avoir les informations qui lui permettent de... Parce que lui, il risque sa peau dans ce business. Mais oui. Donc, et puis comme il est souffrant, il ne peut pas avoir la logique de pouvoir réfléchir à tout. Oui. Bon, il y a peut-être des exagérations quelquefois de certains patients. Bon, mais je pense qu'on va faire un autre podcast avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, justement. Parce qu'en réalité, tu sais, maintenant, avec les... Il y a beaucoup de choses. Comme tu disais, les patients, maintenant, s'informent, portent plainte, se renseignent. Et je pense qu'il faut... Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de patients, qui n'auraient pas aimé porter plainte. Oui, bien sûr. Ouais. Si seulement on leur avait expliqué un peu ce qui se passe. Parce que nous sommes habitués à un environnement, mais les gens ne sont pas habitués à ça. Moi, si on rentre dans un bureau quelconque, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Quelle est la procédure? Comment les choses doivent se passer? On peut prendre un peu de temps pour expliquer les procédures. Bon, ici, voilà comment ça se passe, Ça peut nous prendre un peu de temps, mais c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et puis, bon, même les jeunes dames qu'on met à l'accueil, les jeunes gens qu'on met à l'accueil, il faut qu'eux aussi soient informés des procédures exactement de ce qui se passe et non pas donner des réponses. Bon, c'est vrai qu'il y a quelquefois des patients qui, impatients, vont se plaindre, vont crier, vont gesticuler, un peu de parole calme. Je vous assure, c'est un peu d'apaisement, un peu de... Et puis, bon, les choses reviennent, très souvent à la normale. Et puis bon, voilà, on peut expliquer, Je ne dis pas que je l'ai toujours fait, je ne l'ai peut-être pas suffisamment fait. C'est pour ça que j'en suis conscient. Et que tu veux corriger, tu veux corriger je ça. Je ne sais pas si je peux corriger, mais au moins si je peux donner quelques conseils pour que les choses soient un peu mieux, quoi. Il y a une dernière rubrique dans ce podcast. Oui. En tout cas, merci pour la parenthèse que ça donne une petite lucarne justement pour parler un peu de la médiation, de l'information, de comment se comporter devant le patient. Je pense qu'on fera... C'est indispensable. Je peux vous dire que pour l'information médicale au consentement, on va bientôt arriver, ou même pour une consultation, on sera obligé de demander, de faire signer un consentement et de lui expliquer certaines choses. Voilà. Ouais. Donc, on va vraiment. C'est pas seulement rentrer au bloc. C'est ça, un vrai podcast. On sort du corps des chirurgiens seulement. Non, il n'y a pas de problème. Alors, le vrai ou faux, c'est des phrases un peu qu'on a lues, qu'on a regardées sur Google ou des pensées générales. Avoir le nez bouché toute l'année sous les tropiques, c'est normal. Donc, chez nous, avoir le nez bouché parce que c'est humide, c'est normal. C'est à cause de l'humidité, parce qu'avec l'humidité, on est très allergique. Et même quand on monte un peu vers le nord, avec la poussière, avec le vent de sable, tout ça, ça peut... Et puis là-bas, avec la sécheresse, ça va craqueler la muqueuse qui va saigner. Donc, il peut y avoir des épistaxis et les infections vont être encore plus... L'épistaxis, c'est le saignement par le nez. L'épistaxis, c'est le saignement par le nez. Donc, c'est normal ou c'est pas normal c'est pas normal d'avoir le nez bouché tout le temps? Non, c'est pas normal d'avoir... Normalement, c'est pas du tout normal. C'est pour vivre avec le nez bouché. Puisqu'on est censé avoir 2 narines, donc les 2 doivent passer. Voilà. Alors, les sprays nasaux peuvent être utilisés sans danger sur le long terme. Les sprays. Ah, les sprays. Ah non. Alors, les sprays, effectivement, aujourd'hui, on utilise beaucoup de sprays aux corticoïdes parce que ça n'entraîne pas de complications systémiques, donc de complications sur le reste de l'organisme. Ça reste localisé aux fosses nasales. Et comme ça a un effet vasoconstricteur important, avec la vasoconstriction, ça permet de libérer donc les fosses nasales, la muqueuse va se rétracter et le patient va pouvoir respirer mieux. Donc c'est intéressant. Mais il faut aussi... Est-ce que sur le long terme, c'est dangereux? Au lavage nasal. Ce n'est pas prévu à long terme. Oui, donc on ne doit pas prendre ça tous les jours. Normalement, c'est des épisodes, lorsque vraiment vous êtes gêné, que vous l'utilisez, mais pas à long terme. Alors, une rhinite allergique peut évoluer vers une sinusite chronique.
Ah oui, Voilà, tout à fait. c'est ce que tu Ça, il n'y a expliquais, aucun problème. ouais. L'infection de la muqueuse nasale va évoluer vers l'infection de la muqueuse sinusienne qui est juste voisine. Et puis, bon, le processus, le même processus va se produire. Par contre, comme le sinus est fermé, eh bien, le pus aura tendance à beaucoup... Enfin, les sécrétions muqueuses auront tendance à être plus mucopurulentes et purulentes. Consulter tôt peut éviter des complications. Très tôt, il vaut mieux consulter comme partout très en médecine. tôt, comme partout en médecine. Ouais. Plus tôt vous venez, et mieux les choses sont. C'est la fin du podcast. Tu as vu, ça passe vite. Hein. Ouais, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Oh, j'ai commencé à m'habituer. De toute façon, tu reviendras. Sans problème. On va refaire un épisode vraiment sur ça. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté l'invitation de Salle de Garde. Non, il n'y a pas de problème, c'est l'enseignement qui continue. Ce sujet que tu maîtrises. Merci à toi. Non, merci à toi aussi pour m'inviter. Respirer par le nez devrait être naturel, mais vivre avec un nez bouché en permanence ne l'est pas. Avec ce podcast, on comprend maintenant les symptômes, on comprend qu'il faut agir à temps, éviter l'automédication et surtout avoir un traitement adapté à notre réalité. C'était Salle de Garde, le podcast qui vous plonge dans le monde médical sans masque ni anesthésie. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.